Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Taschereau travaille au sein de la Croix-Rouge canadienne. Il a laissé sa marque dans plus de 40 pays. Son vécu est à la fois héroïque et atypique. Voici l'extraordinaire histoire de Jean-Pierre Taschereau. Je suis né et j'ai grandi à Sainte-Marie. Je suis le fils de Claudette Taschereau, qui était infirmière, et mon père, Wilhelm Schwartz, qui était un immigrant allemand, professeur de littérature à l'Université Laval. J'ai grandi à Sainte-Marie, mais je suis pas allé à l'école longtemps à Sainte-Marie. Au début de ma deuxième année, ma mère m'a envoyé pensionnaire à Québec, comme elle avait fait et comme sa grand-mère avait été pensionnaire. Fait que je suis allé de ma troisième année jusqu'à la fin de mon secondaire 5, là, pensionnaire à Québec. Fait que ça a été un parcours qui était déjà un peu atypique, si on veut, parce que j'ai pas vraiment grandi ici autant que à différents endroits selon l'école. D'être séparé comme ça de mon milieu, de ma mère, dès un très jeune âge, ça n'a pas été facile, mais j'ai appris rapidement puis tôt, je dirais, les compétences ou les habitudes là, qui m'ont permis, je pense, de développer des traits de caractère ou de personnalité qui m'ont aidé là, dans la carrière que j'ai choisie. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à arriver dans un endroit que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, des normes que je connaissais pas, et à devoir m'adapter très rapidement pour faire une job. Ça a été influencé là, dès mon jeune âge par mon expérience là, au pensionnat puis au séminaire Saint-François à Québec. Donc, à ma naissance, il me manquait une main. Et puis, donc, très tôt, évidemment, pour m'adapter à ça, j'ai dû développer des habitudes ou des habiletés par moi-même pour arriver à faire à ma façon ce que les autres faisaient. Parce que je pouvais pas attacher mes lacets comme quelqu'un d'autre, je pouvais pas clouer des clous comme quelqu'un d'autre, il fallait que je m'organise. Puis ça, je pense que ça m'a aidé à développer très tôt ce qu'on appelle la pensée latérale. Tu sais, comment trouver des solutions nouvelles à des problèmes. J'ai vu qu'on me voyait différemment de comment je me voyais. Parce que pour moi, étant né comme ça, j'étais complet. Mais dans le regard des autres, il me manquait quelque chose. Puis il y avait toujours un écart entre moi, à l'intérieur, ce que je sentais que j'étais capable de faire et ce que les autres pensaient que j'étais capable de faire en fonction dans le fond, des limites que eux voyaient, mais que moi, j'avais pas ou que je voyais pas parce que je tenais comme ça. Fait que pour moi, j'ai jamais eu une perte. J'étais complet, mais avec juste une main. Ça a formé un peu un trait de caractère où je sentais que je devais tout le temps prouver que j'étais capable de faire des choses, surtout quand on me disait que je serais pas capable. T'sais, puis j'ai poussé ça peut-être des fois à des extrêmes, parce qu'il suffisait que quelqu'un me dise que j'étais pas capable ou qu'il pensait pas que je sois capable de faire quelque chose pour que j'aie envie de prouver qu'il y avait tort. T'sais. Fait que ça a commencé, c'était toujours des choses reliées avec mon bras, notamment dans le sport. Fait qu'au fil du temps, je me suis mis à faire du snowboard, du ski alpin, de la plongée sous-marine, de l'escalade, du parapente. N'importe quoi que le monde disait que t'es pas capable de faire ça avec deux mains, avec une main, je vais le faire. Puis je prenais un malin plaisir. C'est devenu ce que j'appelle maintenant un peu peut-être une force surfaite. Tu sais, quand il y a des fois où c'est bien, mais il faut modérer parce que j'ai toujours détesté demander de l'aide. Je veux dire, il y a personne qui a pas jamais besoin d'aide à un moment donné. Tu sais, puis c'est vraiment plus tard dans ma vie adulte que j'ai réalisé que des fois, demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est une démonstration de force, tu sais, de reconnaître qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut en faire plus. Mais ça c'est venu plus tard dans la vie. Tu sais. Puis des fois, j'ai des rechutes. Des fois, j'ai des rechutes où je devrais demander de l'aide puis j'en demande pas, mais je travaille sur moi. Mon engagement avec la Croix-Rouge, ça a commencé lors de la débarque à Sainte-Marie en 1991. Cette année-là, ça avait frappé particulièrement fort. Puis, la Croix-Rouge était venue monter un centre d'hébergement à la Polyvalente Benoît Vachon. Et le responsable à ce moment-là, c'était un ami de ma mère, Salim Karch. Et puis, je suis allé voir Salim, puis j'ai voir si je pouvais donner un coup de main. Tu sais, je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que la Croix-Rouge faisait. Puis il a dit, bon, oui, viens, accueille les gens, donne des couvertures, mets-les sur les lits. Il y avait des dépliants qui montraient ce que la Croix-Rouge faisait au Canada, au Québec et à l'étranger. Puis à ce moment-là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui venait de se mettre en place là, dans ma vie. Puis à ce moment-là, je savais que j'allais travailler avec la Croix-Rouge. Fait que je suis resté volontaire
Puis j'ai continué à m'impliquer dans les mesures d'urgence. Je donnais des cours de premiers soins. J'ai eu une job d'été avec eux autres en sauvetage nautique, sauvetage aquatique. Une autre affaire que le monde pensait que je pouvais pas faire avec juste un bras, mais manifestement, j'ai trouvé des façons de le faire. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'il y a eu un ouragan à la Nouvelle-Orléans en 1995. C'est là où ils m'ont envoyé pour ma première mission internationale. Et puis, il y en a eu un autre à Porto Rico en 1997. Et pas longtemps après, il y a eu la tempête de verglas au Québec en 1998. Il y avait besoin de gens pour plus longtemps puis pour faire des opérations plus soutenues. Et puis c'est là où on m'a donné mon premier mandat, mon premier contrat. J'étais gestionnaire de 2 centres d'hébergement à Saint-Hyacinthe. Puis de fil en aiguille, d'une crise à l'autre, au Canada ou à l'étranger, de contrat en contrat, j'ai fait des déploiements au Canada et à l'international. Après le Saint-Hyacinthe, ça a été l'ouragan Mitch en Amérique centrale. Et puis après, là, j'étais devenu un délégué professionnel. Fait que j'ai fait des missions sur mission pendant une 12aine d'années. Puis avant de revenir travailler un peu au Canada. Et puis au total, j'ai travaillé d'une 40aine de pays. Là. De tous les pays où j'ai travaillé, celui qui m'a le plus marqué, c'est la Colombie. J'ai un lien particulièrement fort avec la Colombie qui dure encore. J'ai des amis, des amitiés très profondes, très sincères avec des Colombiens ici et en Colombie. C'est un pays qui est très attachant où c'est difficile de garder une distance. J'ai toujours été pas mal bon pour maintenir un espace pour me protéger émotionnellement, mais en Colombie, c'était difficile parce que j'ai eu des amitiés, je tombais en amour, les gens avec qui je travaillais, on vivait des expériences humaines très intenses, puis des moments marquants, là, tu sais. Un dont on a un peu parlé au Canada aussi, c'était en 2002, il y avait un équipage d'hélicoptères qui prenait un hélicoptère de Calgary puis qui l'amenait au Pérou et ils ont disparu. L'hélicoptère et l'équipage ont disparu en Colombie. Et puis, ben, les familles, le gouvernement canadien, il y avait un Français là-dedans. Le gouvernement français nous a demandé à la Croix-Rouge d'activer nos contacts pour avoir des traces de vie. En tout cas, ça a pris 3 mois pour organiser finalement, les retrouver, puis faciliter une opération de libération. Puis il y avait un Québécois là-dedans, Gilles Préjean. Et puis, pendant ce temps-là, mes collègues de la Croix-Rouge, ici au Québec, maintenait le contact avec l'épouse puis les 2 filles de Gilles. Puis moi, je travaillais pour assurer, organiser la libération. Ben, le jour où on s'est mis d'accord avec tout le monde, avec l'armée, avec les guérilleros, ceux qui avaient pris ceux qui tenaient en otage, puis tu sais, pour s'assurer que tout le monde savait qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on veut pas se faire tirer dessus. On essaie de mettre toutes les chances de notre côté, puis fait que là, on a pris 2 hélicoptères, puis on a décollé au-dessus. On est allé dans la cordillère des Andes. C'était... Moi, j'hallucinais à ce moment-là. Je disais, je vis mon film de ma vie. Là, tu sais, c'est les 2 hélicoptères. Puis là, on arrive dans la jungle, il y a une fusée qui sort. On atterrit au milieu d'une rivière. C'était la saison sèche, fait qu'il y avait des îlots de sable. On atterrit au milieu d'une rivière. Il y a des gars qui viennent. Ils savaient que c'était moi parce qu'ils s'attendaient à voir un gars de la Croix-Rouge qui avait juste un bras. Fait qu'ils voulaient être bien sûrs que c'était... Ils m'ont « Ah ouais, OK, c'est toi, viens-t'en. » Puis ils nous ont amenés là où les otages étaient retenus. Puis moi, j'avais déjà vu la photo de Gilles. Puis eux, ils savaient pas jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'ils voient les hélicoptères de la Croix-Rouge dans le ciel, ils savaient pas qu'il allait être libéré cette journée-là. Puis quand je l'ai vu, je dis « Salut, je m'appelle Jean-Pierre, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce, on vient te chercher. » Je me rappelle encore son incrédulité. Puis, fait que ça a quand même pris quelques heures, mais on les a ramenés. Puis, le lendemain, en tout cas, ça a été quand même quelques étapes pour les remettre sur l'avion qui devait les ramener, lui à Montréal, puis Jay à Calgary. C'était vraiment fort de sentir que moi, j'étais là, le Québécois, pour un Québécois, dans le fond de la jungle. J'avais mes amis de la Croix-Rouge ici à Montréal qui étaient avec la famille, qui organisaient, puis ils l'ont amené à la porte de chez eux. Fait que de la jungle colombienne jusqu'à la porte de chez vous, pour moi, c'est l'idée d'appartenir à une organisation, un mouvement qui fait ça. C'est une grande fierté qui m'a jamais quitté. C'est peut-être une manifestation plus symbolique, mais ce sentiment-là d'appartenir à un réseau. La Croix-Rouge est dans 192 pays, puis peu importe les pays où j'allais, il y avait des gens de la place
qui appartenaient à cette organisation-là d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est ça. Tu vois, ça fait 32 ans que je suis avec la Croix-Rouge. Puis je suis encore résolument engagé là-dedans. La Colombie, c'est ça, ça a été des moments forts comme ça, mais ça a été aussi beaucoup de moments très difficiles. Parce que dans des conflits armés, tu vois vraiment ce que l'humain peut faire de pire. Le général Dallaire qui écrit son livre « J'ai serré la main du diable », ben je comprends un peu l'analogie parce que des fois, il faut avoir des conversations avec des gens qui travaillent puis qui opèrent sur un mode qui est étranger, là, tellement loin du mien, là, tu sais. Mais il faut arriver d'abord à avoir des conversations pour travailler avec une certaine sécurité puis faire notre job. Il y a un prix à payer pour ça. Puis moi, j'avais assez donné. Donc, en revenant de la Colombie, j'ai réfléchi beaucoup puis j'ai décidé que je voulais arrêter de faire des conflits armés, mais que j'aimais encore l'urgence puis l'assistance humanitaire d'urgence. Et c'est cette année-là, là, on était rendu en 2003, où il y a eu les feux de forêt en Colombie-Britannique, à Kamloops puis à Kelowna. La Croix-Rouge canadienne m'a demandé si je pouvais aller là pour aider avec les feux de forêt. Et en même temps, la Croix-Rouge internationale me demandait d'aller en Afghanistan, à Kandahar. Et puis là, pour moi, j'ai dit, OK, non, je suis pas prêt à aller en Afghanistan. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma sécurité, mais aussi pour pour ma confiance en l'être humain, disons. Parce que je commençais à trouver ça rough, là. Je suis allé passer l'été en Colombie-Britannique. Après ça, il y a eu d'autres inondations en Colombie-Britannique. Je suis resté là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler plus dans des réponses aux catastrophes naturelles. Fait que la première grosse catastrophe naturelle, ça a été le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004. Puis j'ai fait des tremblements de terre au Pérou, des inondations, on pourrait dire que ça a culminé un peu, si on veut, avec le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. Là. Ça a été, à ce moment-là et jusqu'à tout récemment, c'était la plus grosse opération de la Croix-Rouge internationale dans un seul pays. Et j'étais responsable de l'équipe de coordination là. Ça a été une mission qui a été très difficile au niveau technique, au niveau humain, au niveau des conditions de travail, des défis, mais aussi au niveau du décalage entre l'image que les gens ont de l'humanitaire et ce que c'est vraiment sur le terrain. La proximité, la langue, la force des images que les gens voyaient à la télé, tout le monde voulait aider en Haïti. Mais la capacité d'absorption du contexte, du terrain, de la situation, c'était limité. Il s'est produit comme une bascule, si on veut, où là, il y avait tellement de monde que ça devenait impossible de coordonner. Il y avait beaucoup d'inefficience, puis il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui étaient animés de très bonnes intentions, d'une motivation de vouloir aider, mais qui n'avaient pas l'expérience, la préparation, les compétences techniques qui sont nécessaires pour avoir un impact positif sur le terrain. Tu sais, quand tu es limité en eau, en nourriture, en électricité, puis qu'il faut accommoder des gens qui veulent aider, c'est difficile. Alors que des gens qui veulent aider puis qui savent aider, il y en a des centaines de milliers sur place, puis c'est eux qu'il faut impliquer dès le début dans la reconstruction puis dans l'urgence. Tu sais, c'est eux dont leurs familles ont été affectées, c'est eux qui ont perdu leur maison. Moi, comme responsable, je veux engager le plus de gens locaux possible. Ils connaissent la langue, ils ont un intérêt, ils sont motivés, ils connaissent les communautés. Mais faire venir quelqu'un de Québec ou de Toronto, tu sais, un des principes fondamentaux, si on veut, de l'aide humanitaire internationale, c'est aussi local que possible et aussi international que nécessaire. Fait que les gens qu'on amène sur le terrain, c'est parce qu'ils ont des compétences, de l'expérience, des profils techniques qu'on ne trouve pas ou difficilement sur place. Mais en Haïti, ça a vraiment été un énorme défi, là. En plus des défis au niveau de la sécurité, au niveau de la logistique, puis ces défis-là, on voit encore où ça continue jusqu'à maintenant. Là. Ça fait 13 ans et puis ça va pas encore très bien là-bas. Suite au tremblement de terre en Haïti, notre équipe à Ottawa de la Croix-Rouge canadienne a quand même pas mal grossi et là, on s'équipait d'un hôpital de campagne, un hôpital qu'on peut déployer n'importe où en Haïti ou ailleurs
de 48 à 72 heures et on engageait des gens pour gérer le projet. Et la personne qui a eu le poste, qui s'appelle Rachel, qui était une infirmière que j'avais déjà croisée par le passé, et puis on s'entendait particulièrement bien. Puis pendant une année et demie, on était de bons collègues. Et puis en 2011, il y avait une formation au Chili. Puis je savais que Rachel, elle aimait faire du trekking. Puis au Chili, il y a la Patagonie. Fait que j'ai dit, après le cours, ça te tenterait-tu d'aller faire un trek en Patagonie? Puis elle a dit oui tout de suite. Passer 12 jours sous une tente, puis des journées à marcher, tu sais si tu t'entends bien avec quelqu'un assez rapidement. Puis quand on est revenu de là, on avait décidé, c'était clair qu'on s'enlignait pour faire quelque chose ensemble. On s'est mariés en 2013, on a eu notre fille en 2013, notre fils en 2014, et puis voilà, l'histoire continue jusqu'à ce jour. De 2012 à 2014, j'ai repris du service à l'international comme chef des opérations d'urgence de la Croix-Rouge internationale. Puis ça, je voyageais beaucoup. Mon niveau de tolérance au risque s'est mis à diminuer. Puis j'ai eu un petit incident de sécurité en République centrafricaine qui m'a fait réfléchir, où je m'en suis encore une fois très bien sorti, mais qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait des risques que j'étais plus prêt à prendre maintenant que j'avais une famille. Fait que je suis revenu, j'ai encore changé de poste, puis là, je suis revenu aux opérations d'urgence, mais juste pour la Croix-Rouge au Canada. Et là, il y a eu en 2015, il y a eu des incendies au Saskatchewan, puis en 2016, les feux à Fort McMurray puis en Alberta. Dans les mois avant Fort McMurray, je commençais à avoir des petits étourdissements passagers, mais que j'ignorais un peu. Vers la fin des feux à Fort McMurray, à un moment donné, après une réunion, je me suis levé, puis là, la pièce est partie, puis je suis tombé sur le mur. Et puis là, c'était des vertiges que je ne pouvais plus contrôler. Fait que là, ça m'a forcé un arrêt de travail. J'ai été diagnostiqué avec une maladie qui s'appelle le syndrome de Menière, qui est une maladie de l'oreille interne qui affecte l'équilibre, qui a amené toute une réflexion aussi. Puis j'ai réalisé, dans le fond, que ce qui se passait, je m'enlignais sur un burn-out. J'ai pas pris toutes les mesures que j'aurais pu prendre dès le début parce que je voyais ça comme un problème d'oreille, puis je travaillais là-dessus sans réaliser que le rythme, en fait, que je maintenais au travail, puis toujours être parti, même si j'étais au Canada, j'étais toujours parti sur une urgence ou une autre. Mon corps, finalement, m'a dit, là, arrête. Puis, il a tiré à la plug, puis là, ça m'a couché, littéralement couché. Je pouvais plus me lever, je pouvais plus... J'ai été 3 semaines à pas pouvoir sortir du lit, puis en arrêt de travail pendant 4 mois. Fait que ça aussi, ça force une réflexion. Et puis là, je me suis dit, c'est ça, peut-être que là, ma capacité de résistance au stress que je croyais illimitée, j'avais touché le fond. C'est le genre d'apprentissage que tu fais juste en rétrospective. Tu sais, c'est quand tu te rends compte que tu as passé la ligne, que là, tu savais qu'il y avait une ligne, parce que moi, je pensais encore une, puis j'étais tout le temps partant, puis j'étais toujours willing, puis partais, puis va au Manitoba. Puis tu sais, ça m'a amené justement à reconsidérer mon métier, mon travail, puis j'avais fait ça depuis que j'étais sorti de l'université. Fait que une réorientation où moi, j'avais toujours carburé sur l'adrénaline, le respect, l'appréciation des gens qui me connaissaient. Je m'identifiais beaucoup à mon métier. D'un coup, ça marchait plus, tu sais. Fait que ça a été un moment difficile, une pause difficile qui a duré 1 an et demi, dans le plus dur, là. Le temps de me réinventer puis de réfléchir, tu sais. J'ai travaillé avec une coach en réorientation professionnelle. Je revoyais que, dans ma carrière, quand j'étais pas sur le terrain en train de diriger des opérations d'urgence, je travaillais beaucoup sur le développement du leadership. Je donnais de la formation, je me perfectionnais moi-même. Une chose ayant mené à l'autre, je suis devenu coach en développement du leadership. Et puis, c'est ça que je fais depuis ce temps-là. Donc, ça fait maintenant 5 ans. Et puis, j'adore ce que je fais. Ça me permet d'être avec ma famille. Mon niveau de stress est une fraction de ce que c'était. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en fait, c'est que j'ai retrouvé la connexion avec l'humain qui m'avait amené à faire les opérations d'urgence pour commencer. Parce que le travail de coaching, c'est du travail de proximité, c'est du relationnel, c'est 1 à 1 où je travaille avec une équipe et c'est des vraies conversations sur des enjeux vrais, des choses, comment on se dépasse, comment on améliore notre niveau de performance.
pour faire une meilleure job, pour aider les gens, dans le fond. Puis maintenant, je coach et j'appuie les gens qui font le travail que moi je faisais avant. Fait que même si je suis plus sur les premières lignes, je sais encore que il y a un petit peu de moi là-dedans. Là, puis les gens qui sont là me le disent. Des fois, là, j'ai des anciens coachs qui me disent des fois qu'ils ont des conversations avec moi-même, avec moi dans leur tête. Puis après ça, ils prennent leurs décisions. Fait que c'est vraiment valorisant, puis c'est touchant aussi d'avoir de sentir cette appréciation-là des gens qui font le travail que moi je faisais, puis qui est un travail qui est bien important. Là. Donc c'est sûr que là, je cours plus les conflits armés, puis les catastrophes naturelles, puis les endroits dangereux, mais ça m'arrive encore là, de faire des déploiements là, ponctuels. Le dernier, en fait, ça a été juste avant le COVID, quand le bateau de croisière qui avait été mis en quarantaine au Japon, le gouvernement canadien a demandé à la Croix-Rouge d'aller prêter assistance aux passagers canadiens qui étaient en quarantaine. Ni moi, ni personne à ce moment-là, on voyait ce qui s'en venait parce que c'était le tout début de la COVID. T'sais. Mais là, de temps en temps, quand je voyage, c'est pour aller faire du soutien aux équipes, aider des groupes à avoir des conversations qui doivent cibler les vrais enjeux, extraire les priorités des décisions, puis faciliter le travail qu'il fait. Encore une fois, pour du travail qui amène les gens sur la première ligne. Fait que ce printemps, je suis allé en Pologne faire du coaching d'équipe pour les équipes qui répondent aux besoins de tous les réfugiés ukrainiens. J'ai coaché des gens qui étaient en Ukraine aussi. Au mois de juin, j'étais en Italie pour des réunions d'un groupe de travail sur les crises et les catastrophes. J'ai trouvé très tôt ce que j'appellerais ma vocation. T'sais. Je m'étais jamais imaginé que je ferais d'autre chose jusqu'au moment où les contraintes, les circonstances de la vie m'ont comme imposé de faire des nouveaux choix. Puis, je l'ai fait à reculons. C'était pas choisi, mais à un moment donné, il faut faire face aux circonstances. Et puis, je suis peut-être plus heureux maintenant que je l'étais, d'une façon que je n'avais jamais anticipée. J'ai plus d'équilibre dans ma vie. J'ai une famille que j'adore. J'ai du plaisir. J'ai encore l'estime de mes collègues, de ma tribu, si on veut, des gens. Puis je suis encore pertinent. T'sais. Et je pensais pas l'être. Puis on a un attachement à nos valeurs puis à nos choix, mais c'est correct aussi d'accepter que nos valeurs changent. Parce que quand je regarde la vie que j'ai maintenant, il y a 10 ans, quand j'avais 40 ans, ça, la vie que j'ai maintenant, pour moi, c'était la mort lente. Ah, mon Dieu, jamais. Non, peut-être pas 40 ans, quand j'avais 35 ans, mettons. Parce que 40 ans, je connaissais Rachel, mais avant de rencontrer Rachel, l'idée d'avoir une famille, d'avoir une souffleuse, une tondeuse à gazon, tu sais, je me disais non, jamais. Tu sais, c'était... Et puis là, faudrait m'arracher à ça, tu sais, parce que je suis bien, j'aime ça. Ça, je l'avais pas vu venir. J'avais pas imaginé ça. J'avais pas imaginé ça, puis je te dirais que j'ai aucun regret. Jean-Pierre Taschereau contribue de son mieux à aider les gens à surmonter les tragédies de la vie. Il représente ce qu'il y a de meilleur chez l'humain et il est la preuve que la compassion, l'entraide et l'amour existent encore sur cette terre. C'est ça la vie.